Votre émission, l'entretien, votre chaîne, la FM télévision et sur l'application mobile Blue OTT International. Suivez l'ordre alphabétique et retrouvez votre chaîne, la FM télévision à la une, alors que à l'est de la République démocratique du Congo, les solutions se cherchent jour et nuit pour arriver à un objectif que tous les Congolais attendent. Les Congolais patientent qu'il y ait la paix dans la partie orientale de la RDC. On attend aussi que la SADC et l'EAC nous donnent des solutions, alors que tout le monde espérait dans ce processus de Luanda en Angola avec le président Lorenzo qui a dû jeter l'éponge, si on peut le dire ainsi, pour se concentrer à la mission de l'Union africaine. Et là, la SADC et l'EAC qui se sont réunis en vidéoconférence pour choisir de nouvelles figures qui vont maintenant jouer la médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour aboutir à une paix durable. S'il faut les parler, processus de Nairobi, processus de Luanda, en même temps la rencontre entre les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame du Rwanda. Ils se sont rencontrés à Doha, nous sommes au Qatar. En même temps aussi, ici, en République démocratique du Congo, dans la capitale, les consultations se poursuivent avec les conseillers spéciaux du président de la République en matière de sécurité, et Bérande qui continue avec les consultations. Nous voulons savoir, alors que l'opposition espérait la mission entamée par nos évêques, l'ECC et la CENCO, mais là, les cartes se tournent de gauche à droite sur quel processus espérer entre les précités. Mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée. Pour en parler et en débattre, nous recevons sur ce plateau Monsieur Jean-Félix Senga, qui est le secrétaire exécutif permanent de la MOUCA, qui a fait plaisir de répondre à notre invitation. Monsieur Jean-Félix, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Merci beaucoup. Avec vous, l'entame de cet entretien, on va parler de la République démocratique du Congo, on va parler diplomatie, nous allons parler tous ces processus, Nairobi, Luanda qui a mis pause, et puis à Doha, les chefs de l'État qui s'est rencontré avec son homologue rwandais, Paul Kagame. En même temps, les consultations se poursuivent ici dans la capitale. Pour vous, on commence avec la situation sécuritaire de tous ces processus sur lesquels il faut compter. La situation sécuritaire, point n'est besoin d'y revenir, elle est catastrophique sur le terrain, tout le monde sait. Les choses telles qu'elles se déroulent sur le terrain, la RDC semble être pris de court. Nous sommes en retard, nous ne sommes pas à même de pouvoir nous défendre. Donc l'armée qui pouvait jouer ce rôle, l'armée n'est pas à mesure. Et là nous constatons tout de suite que on nous a tant chanté pendant longtemps que notre armée montait en puissance sur le plan numérique, le plan du nombre des éléments dans l'armée, sur le plan de l'armement, la qualité des armes, le nombre, la force, la capacité, la force, la puissance même, que nous étions suffisamment avancés et que le Congolais pouvait dormir calmement sur l'oreiller. Malheureusement, aujourd'hui, nous nous rendons compte que sur le terrain, c'est juste le contraire. Nous ne savons pas faire face. Au point que, aujourd'hui, nos frères sont traités comme esclaves de Rwandais à l'est du pays. C'est ce qui se vit à Bukavu, à Goma, à Bunagana, partout. Et ce que je voudrais attirer l'attention des Congolais, il ne faudrait pas que l'on croie que le Congo venait d'être agressé parce que Goma et Bukavu sont tombés. Non. Bien avant Bunagana,
je crois, Kiwesh, je crois c'est la première localité, le premier village a été pris par le Rwandais. Et c'est depuis, je crois, 2 ans. Apparemment, c'est comme si les autres là sont moins congolais que le Congolais de Goma, Bukavu, Kisangani et Kinshasa. Non. C'est depuis ce temps-là que le Congo démontrait une certaine faiblesse sur le terrain. Le Congo n'était pas capable de se défendre. Moi, je crois, en toute sagesse, à ce moment-là, on devait déjà se réunir, se poser des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Comment nous arrive-t-il de perdre du terrain? Et les gens devaient, à cette occasion, en réfléchissant, proposer des solutions idoines pour que le Congo ne soit pas humilié à ce point. Malheureusement, en ce temps, on ne faisait rien, on continuait à se mentir soi-même et à mentir, à tromper le Congolais, que tout va bien, nous sommes forts, nous nous défendons très bien. Pourtant, c'est nous qui perdions le terrain. Jusqu'à ce que nous avons pu perdre pas moins de 132 localités et villages. Ça n'était trop, c'était trop. Est-ce qu'à ce niveau-là, pouvions-nous encore continuer à compter sur notre armée? Moi, je crois que la sagesse aurait appelé ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gouvernent, de réfléchir, de voir que non, il nous fallait trouver une solution. Malheureusement, l'on a continué à se cabrer sur cette position et c'est pourquoi je dois dire aujourd'hui, à l'heure qu'il est, tous les acteurs politiques, qui qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient, nous sommes à un tournant de la vie de notre pays qui veut que chacun se sublime, chacun se transcende, au point qu'on ne considère pas, qu'on ne tienne pas compte de nos petites personnes, de nos petits intérêts, qu'on ne réfléchisse que Congo. Si jamais tout le monde devait s'inscrire dans cette logique, je pense que ce serait facile que nous trouvions une solution. Mais tant que les gens continuent à se nourrir, tant que les gens continuent à faire prévaloir leur ego, eh bien, nous aurons de la peine, nous continuerons à patauger. Voilà pourquoi je dis, sur le plan sécuritaire, nous ne sommes nulle part. Cela devait amener ceux qui sont au pouvoir de réfléchir 2 fois au lieu de continuer à tergiverser, au lieu de continuer à chercher des solutions, pas avec beaucoup de justesse, mais on cherche soi-disant des solutions pour gagner le temps. Mais, à mon avis, on ne gagne pas le temps, on est en train de faire perdre au pays le temps. Parce que le pays est en train de se déchirer au fur et à mesure. Non seulement le pays se déchire, on doit tenir compte de nos frères qui sont dans des zones occupées, comment ils vivent, comment la situation est dure et difficile. Ils ne s'en sortent pas. Aujourd'hui, ils attendent tous qu'on leur envoie l'argent de gauche et de droite pour qu'ils essaient de tenir, parce que rien ne marche là-bas. Moi, je crois que ceux qui sont au pouvoir, ils devaient se dépasser, comprendre que la situation telle qu'elle est, franchement, il va falloir que nous trouvions des solutions qu'il faut. Aujourd'hui, il est impensable que nous soyons arrivés à ce niveau-là, que les autorités militaires soient là libres, ils vaguent librement à leurs occupations, ils continuent à déranger les gens sur la rue avec des gyrophares, ils passent avec des commandos, des gens qui n'ont jamais démontré qu'ils sont commandos sur le terrain, ils ne sont commandos que dans des grands artères à Kinshasa devant les civils. Moi, je crois qu'il fallait qu'il y ait une cour martiale pour toutes les autorités militaires qui ont trahi, qui ont fui, qui ont abandonné les troupes, qui ont abandonné le matériel pour lequel on a investi l'argent du contribuable congolais. Ils ont laissé comme ça, ils fouillent, ils viennent à Kinshasa et vous les laissez continuer à vivre comme si de rien n'était. Moi, je crois que ceux qui nous dirigent, honnêtement, ils ne prennent pas les choses à leur juste mesure. C'est ça le problème que nous connaissons. Très bien, beaucoup. Monsieur Jean-Félix Senga, voilà pourquoi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se met à l'œuvre. Il a 2 pieds sur terre, il a la situation en main, il se bat de gauche à droite pour trouver la solution. Voilà, nous passons d'un processus à un autre et on n'a pas toujours des solutions idoines telles que vous les déplorez. Mais on a senti, vous de l'opposition, vous avez quand même loué
l'initiative de la Cinco. Et puis, quelque part aussi, vous avez loué l'initiative de l'Angola avec les processus de Luanda. Maintenant que l'Angola a mis les histoires par terre, qu'est-ce que vous pensez? Parce que la SADC et l'EAC doivent se réunir pour réfléchir autour de la question, alors que ça ne sera pas pour la première fois. De l'opposition, qu'est-ce que vous avez comme idée? Il faut le dire, aujourd'hui, si l'Angola a jeté l'éponge, c'est parce qu'ils sont déçus. Ils sont déçus de la manière dont les choses se passent sur le terrain. Ils sont déçus, s'il faut le dire ouvertement, par le comportement du chef de l'État congolais. Il tergiverse trop. Il est instable. Mais il s'est présenté, instable. Kagame a refusé de se présenter. Il ne sait à quoi se vouer. Il est vrai, le 15 décembre, Kagame, le sanguinaire Paul Kagame et le chef de l'État congolais devaient se retrouver à Luanda. Kagame avait prétexté que lui, n'étant pas le chef de M23 et AFC, il ne trouvait pas de raison de venir discuter avec le président congolais. Il avait prétexté, je le dis. Bon, et la réunion a été avortée. Puis après, c'est Kagame qui ira chercher Erdogan pour qu'il vienne faire la médiation. Le président congolais avait refusé. Et après, aujourd'hui, on se demande qui a fait quoi pour que ce soit l'émir qui s'invite pour le réunir. Là, attirons d'abord l'attention des gens. Quel rapport y a-t-il entre l'émir et le Congo et le Rwanda? Pour ce qui concerne le Rwanda, aujourd'hui, si le Rwanda a une flotte aérienne, a des avions, a une compagnie aérienne, c'est grâce au Qatar. Aujourd'hui, tout l'or produit presque au Congo, passant frauduleusement par le Rwanda, est raffiné par les installations du Qatar. Le Rwanda doit beaucoup au Qatar pour avoir emprunté de grosses sommes qui ont permis au Rwanda, tant soit peu, de s'industrialiser, de se développer, de faire un bond dans le développement. Donc, le Rwanda et le Qatar ont de très bonnes relations, des relations où le Qatar est appelé à récupérer ses investissements qu'il a dû placer au Rwanda, d'une part. D'autre part, je ne sais pas, on ne peut pas rester indifférent de constater que assez souvent, le chef de l'État congolais se rend au Qatar. Il s'y rend pour quoi faire? Il a beaucoup d'investissements aussi là-bas. Il a investi au Qatar, il a placé... c'est le pays qui a investi ou c'est lui? Non, j'ai dit le chef de l'État, je n'ai pas dit le Congo. Quand il a s'agi du Rwanda, j'ai dit le Rwanda. Maintenant, j'ai dit le chef de l'État congolais. Il a investi, il a beaucoup de biens là-bas. Je crois que cela ferait le point commun par rapport à l'émir du Qatar. C'est-à-dire, il entretient de bonnes relations avec le chef de l'État du Congo qui a beaucoup fait des placements au Qatar. Et d'autre part, le Rwanda, le Qatar a investi énormément au Rwanda et que le Rwanda devrait travailler pour rembourser au fur et à mesure. Mais avec la crise qui sévit à l'est du Congo, ça devient pénible pour le Rwanda de rembourser les investissements. Et pour leurs intérêts, il y a de quoi qu'ils réunissent les deux personnalités si c'était possible qu'ils s'entendent, parce qu'après tout, ce qu'ils visent eux, c'est de recouvrir leurs intérêts, de recouvrir leurs intérêts. C'est ce qui les préoccupe le plus. Et il fait ces gestes, quand on les appelle, il part. Quand, juste à peine avoir été en Angola, demander au président angolais de faire en sorte que les M23 viennent à la table des négociations, qui est des négociations directes RDC-M23. C'est vous qui faites formuler la demande. À peine vous formulez la demande, qui du reste étonne d'abord l'Angola. L'Angola s'est dit, ok, c'est bon, nous allons nous y lancer. Il s'y lance, il lance l'invitation
il lance l'invitation, c'est à ce moment-là, sans que personne ne le sache, sans que vous avertissiez votre collègue angolais de ce que vous voulez faire, de manière fortuite, furtivement, vous vous retrouvez au Qatar en face de Kagame, que vous avez, celui pour qui vous avez dit à tous les Congolais que vous ne pouvez croiser qu'au ciel. Vous ne pouvez croiser que devant Dieu. Bon, que cela ne tienne, ce n'est pas le moment de rechercher des petites bêtes dans de petites phrases. Que cela ne tienne. Mais le fait de n'avoir pas averti le président angolais, c'est choquant, c'est gênant, c'est blessant, c'est humiliant, c'est rabaissant. Quoi de plus normal qu'il s'en dégage? C'est parce que le traitement qui lui a été infligé par son homologue congolais n'a pas été bon. Ça c'est un. De deux, vous vous retrouvez avec Kagame. Rien à filtrer. Rien à filtrer. Mais néanmoins, à l'issue de leur entretien, disons de 45 minutes, on a pondu quand même un communiqué comme quoi il demandait un cessez-le-feu immédiat. Un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Le lendemain, c'est une contrée du Congo, Walika, le centre qui tombe. Le lendemain, ça tombe. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Ça veut vouloir dire que M23, AFC ne dépendent pas de Kagame. Kagame n'est pas leur patron. Maintenant, qui nous donne ce message-là? À mon avis, ce n'est pas Kagame. C'est le président du Congo qui nous donne ce message. Et voilà pourquoi moi, je le condamne pour avoir rencontré Kagame au Qatar. Il est allé en d'autres termes dédouaner Kagame. Il est allé en d'autres termes blanchir Kagame. Il est allé donner un alibi pour qu'à l'international, que tout le monde dise, au fait, le problème c'est pas Kagame. Le M23 ne dépendent pas de Kagame, ils font des choses indépendamment de Kagame. En posant ce geste-là de faire tomber Walika les centres juste après la rencontre Tshisekedi Kagame. Donc vous comprenez que ce message-là, un Congolais qui a la tête sous les épaules ne le percevra pas bien. Moi je l'ai très mal perçu. Le président a joué un très mauvais rôle, un très mauvais jeu. Il a très mal agi. On ne peut pas chercher la paix en cherchant, en tergiversant comme ça, en humiliant les gens avec qui vous devez traiter. Ça c'est 2. 3. Vous savez, il faut dire, maintenant nous devons nous dire la vérité. Avant que les évêques et les CC ne commencent leur mission, ils ont plusieurs fois, pas moins, au moins 3 fois, ils ont rencontré le chef de l'État pour lui demander, il était temps, il était plus qu'urgent qu'il y ait un dialogue qui va aboutir à une cohésion nationale. Le chef de l'État était catégorique, il refusait. Maintenant, quand il s'est rendu compte qu'il était acculé et qu'il ne pouvait rien, c'est lui précipitamment qui a fait appel à eux pour qu'ils entreprennent... C'est une révélation. Pour qu'ils entreprennent leur mission. Les pauvres ont entrepris la mission. Et même si les gens diraient non, ce n'est pas lui, c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative. Ok, ils ont pris l'initiative, ils sont venus le voir, il était d'accord. Il leur a donné sa bénédiction. Il leur a même donné des recommandations. Il commence la mission. Comme toujours, les troubadours ne manquent pas. On vient lui souffler à l'oreille. Non, vous voyez, avec l'initiative des évêques, on va vous démettre. Vous risquez de ne plus être président. Voilà ce risque-là qui pèse. Les gens viennent raconter leur vie. Moi, je me demande, les CC et la Senko, quel pouvoir ils ont pour démettre le président de la République? Les CC et la Senko ne sont que des facilitateurs. Ce n'est pas eux qui vont décider. Ce n'est pas eux. La décision sera prise par le parti prenante dont le chef de l'État lui-même et sa famille politique. Ce sont ceux-là qui prendront la décision. Ce n'est pas les CC et la Senko. Comment le président peut-il prêter l'oreille à des gens qui réfléchissent à ce niveau-là, qui réfléchissent aussi bas, et lui croit à ça, il dit non, moi je ne peux pas. Pourtant, si vous regardez, vous suivez très bien, les saluts de la RDC viendraient effectivement de cette initiative.
La preuve, vous voyez combien ils se sont déployés pour rencontrer les grandes personnalités en Afrique. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Avec quels moyens ils ont eu le temps de se promener? Avec quels moyens? Qui les avait financés? C'est ça aussi, c'est des questions. Moi, je veux bien. Moi, parfois, ça fait rire. Ce qu'on est en train de faire, c'est ça la maïotique. C'est ça le raisonnement qui démontrerait que le fait d'avoir beaucoup voyagé, c'est qu'ils ont été financés pour défenestrer le président de la République. Quel rapport? Est-ce que vous pensez que le chef de l'État peut autoriser les évêques et le CC d'aller rencontrer Kagame à Kigali? Ça sont des questions, je ne sais pas. Ok, eux, ce sont des facilitateurs. Ils ont fait leur plan. Ils ont conçu un plan qu'ils mettraient en place qui permettrait de faire en sorte que, que nous ayons la cohésion nationale, que nous recouvrions l'intégrité territoriale, que la paix règne sur toute l'étendue du pays. Et dans ce plan-là, ils ont estimé qu'il fallait rencontrer des grandes personnalités en Afrique et à l'extérieur qui, avec leur apport, leur appui, cela ferait que les résolutions qui seront prises seront considérées, acceptées et presque opposables à tous. Il présente ce plan à M. Tshisekedi. M. Tshisekedi accepte. Comment vous allez revenir dire, est-ce que le chef de l'État permettrait? C'est parce qu'on n'a jamais eu une communication officielle. D'abord, lui, il n'a pas à permettre. Ces gens-là sont des facilitateurs qui nous amènent, nous, à la solution. Si la solution commence à être tronquée, taillée, selon l'entendement du chef de l'État, tout sera biaisé. Tout sera biaisé. Ça, c'est que le raisonnement. Maintenant, vous voulez qu'il soit dicté par un groupe de gens comme ça? Pas qu'il soit dicté. Ok. Aujourd'hui, je veux me comporter parfois comme vous, comme les téléspectateurs, la manière dont ils posent la question. Vous voulez qu'il soit dicté? J'ai dit, ok, qu'il ne soit pas dicté, mais qu'il fasse ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait nous embourbe davantage. Ce que lui fait nous embourbe davantage. Aujourd'hui, que l'opposition prenne le risque d'entrer dans un quelconque gouvernement d'union nationale consacre purement et simplement la balkanisation du Congo. Quel est ce Congolais sérieux qui veut que ce pays se balkanise? Mais c'est-à-dire, si nous suivons le chef de l'État dans sa façon de faire, où il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut, il ne sait pas exactement où il nous amène, voilà pourquoi il tâtonne. Il n'a pas une boussole sûre. S'il savait où il voulait exactement nous amener, il nous conduirait de manière méthodique. Mais malheureusement, lui procède par essai-erreur. Et ce n'est pas ce que nous allons suivre. Et les évêques ne lui dictent rien. Par contre, les évêques lui présentent comment ils ont conçu le plan pour nous sortir de la crise, pour éviter la balkanisation, pour éviter que nos frères qui sont sous le joug rwandais continuent à l'être. Ils ont présenté un plan. Et lui, en voyant le plan, il a accepté. Quand ils ont fait la tournée, maintenant ils doivent présenter la synthèse de tous les contacts qu'ils ont pris depuis qu'ils ont écrit pour demander l'audience. Ils ne le reçoivent pas. Ils commencent à tergiverser. Après eux, ils reçoivent les pasteurs des églises de réveil, de l'église kimbanguiste, armée du salut. Ils reçoivent ces gens. Ces gens, vous connaissez leur réputation. Quand vous les entendez parler, vous ne voyez que de courtisans parler. Vous ne voyez que de courtisans. On veut comprendre quelque chose. Pourquoi l'opposition, surtout la MOCA, vous soutenez à 100% la méthode de la CENCO et l'ECC? Quel enjeu que vous pensez qui peut être prioritaire derrière ces projets? Merci beaucoup pour cette question. Elle vaut son pesant d'or. Depuis que Congo est Congo, vous vous rappellerez, depuis l'époque de Mobutu, s'il y a eu une église qui, effectivement, s'est placée presque au milieu
cherchant le bonheur de Congolais, travaillant pour le bien, pour la paix, pour la justice du Congo, c'était l'Église catholique. Ça, ce n'est un secret pour personne. Vous l'avez vu, comment Mobutu a traqué le cardinal Malula. Comment Mobutu a traqué Malula jusqu'à finir finalement l'avoir. Vous avez vu comment Etchaou a été traité dans ce pays. Vous avez vu comment Mosengo a été traité dans ce pays. Vous voyez aujourd'hui comment Ambongo paye le prix. Est-ce que c'est parce que ces gens, n'est-ce pas, le pouvoir change? Mais en même temps, les cardinaux changent. Non, il faut laisser mon raisonnement continuer pour que les gens comprennent. Parce que l'on a comme l'impression qu'il y aurait une collaboration, un montage entre l'opposition et la CENCO et l'ECC. Voilà pourquoi le président se verrait fragilisé. Et c'est pourquoi il s'oppose. Non. C'est-à-dire, quand vous voyez l'évolution de l'Église catholique et de l'ECC, ce sont ces églises-là qui ont toujours recherché la paix, la justice et la vérité au pays. C'est à cause de cette mission qu'eux s'investissent. Mais par contre, les autres églises, regardez ce qu'a été le rapport ici. Regardez ce qu'a été le rapport. Eux, ils viennent, ils vous proposent Nanga. Nanga a été le commissionnaire de ce qui a été fait entre les voleurs et les receleurs. Nanga était commissionnaire. Nanga qui est l'œuvre des églises de réveil. Après Nanga, regardez Kadima qui nous a amené au simulacre d'élection. C'est encore le fruit, il a été pondu par ces mêmes églises-là qui, eux, ne voient jamais leurs adeptes, les bandits ne voient jamais le Congolais, les citoyens. Eux ne voient que leurs petites personnes et leurs poches. Donc ce n'est pas, on ne peut pas prendre le sort d'un pays, le mettre entre les mains des courtisans, entre les mains des avares, des cupides, que de le mettre dans les mains des gens qui vous réfléchissent, qui c'est d'abord la logique qui guide leurs actions. C'est la différence. Les autres, c'est la subjectivité qui guide leurs actions. Eux, c'est la logique qui guide, la rationalité qui guide leurs actions. Avec le discours à l'incitation à la haine tribale, disant que la communauté swahiliphone, vous avez suivi les discours là et vous pensez que ce qui sort de la bouche automatiquement déborde du cœur, et c'est comme ça que le pouvoir en place trouve un mal de soutenir une idée pareille, parce que vous avez un projet, en même temps vous accompagnez le projet avec des discours qui peuvent diviser la nation. Oui, à moins que vous soyez plus que jamais déterminé à chercher des petites bêtes, et je vous dirais, ok, merci, continuez. Mais entre-temps, tel que les choses se présentent, je ne vois aucune probabilité que Tshisekedi s'en sorte. Bon, quand vous prenez... Non, le problème c'est que, je venais de dire ici, nous sommes dans un tournant où tout Congolais doit se transcender. Si on n'arrive pas à se transcender, on continue à avoir des camps et on soutient ces camps, pas parce que vous êtes guidé par la rationalité, mais par la subjectivité. Je suis convaincu, nous allons tout droit vers un mur. Or, nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand peuple. Nous ne sommes pas appelés, nous, à aller nous cogner dans le mur tant que nous pouvons réfléchir et trouver, et lever des options qui peuvent nous permettre de sauver notre pays. Voilà le problème. Ce n'est pas, oh non, le chef de l'État, on lui a fait ceci, on a dit. Il est vrai. Je me posais, moi, des questions. D'où viendrait l'idée que les swahiliphones seraient malmenés dans ce pays et moi, je ne comprends rien. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un swahiliphone. Le président du Sénat, c'est un swahiliphone. Bati Lokwebo, c'est un swahiliphone. Les swahiliphones sont bien placés et bien assis dans l'appareil de l'État dans ce pays. Maintenant, d'où viendrait cette idée? Pourquoi vous passez le temps à y croire? Moi, je crois que c'est une machination qui est montée quelque part. Il y a des gens qui travaillent, qui font des machinations pour
comment nous déstabiliser. Et nous n'allons pas prêter oreille à cela. J'ai suivi même M. Nanga s'appesantir pendant longtemps. Et moi, je dis, Nanga racontait sa vie. Il était en train de raconter sa vie. Ici, quand on parle le Swahili, naturellement. Moi, ici, si je ne parle pas français, je parle Swahili. J'ai jamais vu, parce que je parle Swahili, on est venu s'en prendre à moi. J'ai jamais vu ça. Très bien. Alors, M. Jean-Félix, on veut comprendre l'ambiguïté que vous pouvez ressortir entre les gouvernements de l'Union nationale et puis les projets des sociétés d'impact social de la CENCO et l'ECC. Est-ce qu'il y a une ambiguïté que vous trouvez? Parce qu'on ne trouve pas, il y a un gouvernement de l'Union nationale, c'est pour réunir tous les Congolais autour d'une même table, et les pactes sociaux, c'est pour réunir tous les Congolais, réfléchir congolais et penser congolais comme il faut. Est-ce qu'il y a une ambiguïté là? Ce qu'il faut dire, le président de la République vient s'aimer la confusion. Il sème la confusion. D'une part, comme je le dis, les autres viennent avec le projet de créer un pacte social. Les bien vivre ensemble. Ils viennent avec cette idée-là. Lui, en tant que président, il agrée. Il les encourage. Quelque temps après, lui, il reste, il dit non, je veux faire un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale où il exclut ceux qui ont pris les armes. Il a exclu... Doucement. Un gouvernement d'union nationale où il exclut ceux qui ont pris les armes. À votre avis, parce que les autres sont déjà exclus. A-t-il vraiment exclu en quoi s'agira-t-il d'un gouvernement d'union nationale? En quoi s'agira-t-il d'un gouvernement d'union nationale? À l'heure qu'il est, il ne faut pas réfléchir comme des enfants. Officiellement, le gouvernement, la justice congolaise, officiellement, elle a condamné Nanga à mort. Officiellement. Si Nanga vient, je vais entrer dans le gouvernement d'union nationale. Tout compte fait, on fait quoi avec lui? On met la main sur lui. On l'amène à la potence. La justice est indépendante. On l'amène à la potence. Le gouvernement ne veut pas dédouaner la réalité, les condamnés. La vérité, c'est celle-là, n'est-ce pas? Mais est-ce que avez-vous eu le temps de réfléchir, voir quelles sont les causes lointaines et immédiates qui ont concouru à la situation, qui ont prévalu à la situation, qui ont fait que la situation que nous vivons aujourd'hui soit là? C'est ce qu'il faut faire. Donc il ne faudrait pas venir dire il n'y a pas d'ambiguïté, ce n'est pas la même chose. C'est pas, le président veut court-circuiter, tout simplement. Il veut s'aimer la confusion. Il croit il va gagner du temps, mais par contre, il est en train de se tirer des balles dans ses pieds. Alors, c'est ce qu'il ne faut pas que ça arrive. Parce que je mets votre argumentaire, surtout là quand vous avez développé sur l'unité nationale, en quoi vous trouvez mal de participer à un projet de société intitulé Gouvernement d'Union nationale? Vous n'avez pas encore pris part, mais vous êtes en dehors et vous critiquez, alors que dedans, ça peut être autre chose. Comment est-ce que vous réfutez un projet alors que vous n'avez pas encore consommé l'intérieur de l'esprit même du président Félix? Et là même, il n'est pas dedans, il a choisi quelqu'un, il a dit, bon, allez réfléchir avec tout le monde, et puis on va trouver une solution. Je peux dire pour 3 raisons. Un, quand nous disons les CC et la CENCO font, entre guillemets, leur initiative, les chefs de l'État acceptent, bénissent, encouragent. Tout de suite après, il vient, oh non, je vais aller voir mon conseiller pour les consultations. Ces consultations ont quel objet? On nous consulte pour élargir l'union sacrée. On nous consulte parce qu'il veut savoir exactement ce que le Congolais pense de la situation. On nous consulte pour créer un gouvernement d'union nationale. Si c'est pour créer un gouvernement d'union nationale, le gouvernement d'union nationale va-t-il résoudre le problème qui se pose, la crise multisectorielle qui se pose au Congo? Non. Comme ça ne va pas résoudre, on va aller là-bas. Pourquoi? Si c'est pour élargir l'union sacrée, dans l'union sacrée,
la manière dont les choses se passent là, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération, il n'y a pas d'égard entre les partenaires. Vous venez, vous dites, quand j'ai eu l'idée de créer l'Union sacrée, ce n'est pas de la manière dont nous l'avons conduit. Qui a induit en erreur? Parce que lui était là, il n'était pas malade, il était là. Comment on l'induisait en erreur, il ne s'est pas rendu compte. Lui, il se rend compte toujours en retard. Il se rend compte que ce n'est pas comme ça que ça devait se faire. Et il se rend compte que non, on ne doit pas avoir le présidium. Il faut que le présidium soit un fourre-tout. Un fourre-tout parce qu'il faut y mettre des flatteurs. Il y a des flatteurs innés qui viendront là-bas pour crier, quel que soit ce que lui dira, eux applaudiront sans réfléchir. C'est ce que l'on veut. Et donc, si c'est pour élargir l'union sacrée, en d'autres termes, c'est pour faire un père bis, un parti-État, un parti à la pensée unique. Et nous devons aujourd'hui, après nous être battus des années pour démocratiser ce pays, nous allons revenir sous conseil de Fachi à un parti-État. Donc non. Et vous, comme il ne s'agit pas d'un gouvernement d'union nationale, eh bien, ça devient... Et puis, quand vous suivez les consultations, les gens de l'union sacrée qui sortent, ils ne parlent que des problèmes de l'union sacrée. En quoi ça nous concerne? Nous, la Mouka, on ira faire quoi là-bas? Bon, les croquis que vous donnez, la forme que vous donnez au projet de la Cinco et l'ECC, la forme peut être laquelle? On doit parler consultation, on va parler dialogue. Vous donnez quel format à ces croquis? Il y a les évêques qui doivent s'asseoir là pour consulter les différentes couches sociales, politiques et tant d'autres. Les formats peut être lequel? Oui, les évêques ont déjà fait des consultations. Ils ont vu le président de la République. Ils ont vu le responsable numéro 1 de la Mouka. Ils ont vu Moïse Katumbi. Ils ont vu Nanga. Ils ont vu tout le monde. C'est-à-dire ils ont le point de vue, la pensée, ce que tout le monde pense. Ils ont les desiderata de tout le monde. Ils font la synthèse. Ils disent maintenant, il nous faut la synthèse. Il faut maintenant faire appel aux parties prenantes de venir autour d'une même table, de développer, et parce qu'eux vont constituer une sorte de questionnaire. Et nous allons nous mettre à bâtir, à réfléchir, et à nous poser des questions. Comment nous sommes arrivés là? Quand ceci est arrivé, pourquoi on n'a pas fait ceci? Bon, nous en tant que peuple, dorénavant, qu'est-ce que nous pouvons maintenant faire pour qu'on se distingue, que nous, on prenne part au Conseil des Nations dans ce continent, dans ce monde? C'est ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'un peuple. Donc il y aura nécessairement un dialogue. Il y aura nécessairement un dialogue. C'est de ce dialogue-là sortira finalement la cohésion nationale. Parce qu'il s'agit d'un dialogue congolo-congolais. Congolo-congolais. C'est quand on aura dépassé ça, peut-être on va maintenant réfléchir dans la sous-région, comme à l'époque on avait trouvé la solution avec des CPGL, CPGL, ainsi nous pouvons réfléchir, voir pour qu'on ne revienne pas au même problème chaque jour, parce que ça n'est assez. Nous devons aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, en tant que peuple, nous devons être innovateurs, inventifs, imaginatifs. En tant que peuple, nous devons créer qu'est-ce que nous voulons. Sur le plan de la géopolitique, de la géostratégie, voyez là où se trouve notre pays. Quelle est la pensée, quelle est l'idée que les Américains, les Français ou les Occidentaux ont du Congo? Est-ce que cette idée-là, ça nous convient, nous? Nous sommes d'accord qu'on nous perçoive de cette façon, qu'on nous prenne de cette façon? Bon, qu'est-ce que nous voulons? Nous, avec tous les sous-sols que nous avons, nous savons que nous sommes convoités, objets de convoitise un peu de partout, mais pour nous préserver, pour garder ce qui est à nous, pour que ce qui est à nous profite aux fils et filles de ce pays, nous faisons quoi en tant que peuple? C'est ça l'excellence que nous devons pondre en tant qu'acteurs politiques. Le problème, ce n'est pas de nous faire des petites querelles. Ce n'est pas de nous faire des querelles. Le problème, c'est de ne pas, oh non, celui qui est là doit quitter pour que moi je prenne. Non, nous devons d'abord démontrer de quoi nous sommes capables en tant que peuple. Et cette capacité-là, nous la démontrerons par notre imagination, par les idées que nous allons
répondre qui ces idées deviendront maintenant l'ossature, la file qui devra désormais conduire le Congo. Moi, je crois que c'est ça. Alors, on va déjà vous libérer parce que vous avez aussi d'autres chats fouettés. Une question de précision et puis vous faites la conclusion à cette question. Le chef de l'État l'a dit tout haut. L'unique commanditaire des AFC, les autres qui font les troubles à l'Est, c'est Joseph Kabila. Bien qu'il y a Paul Kagame qui joue le rôle central, pour vous qui êtes de Lamuka, quelle est l'image exacte que vous avez de Joseph Kabila? Peut-il prendre part si un jour tout le monde acceptait un dialogue? Vous avez quelle image de Joseph Kabila? Vous faites la conclusion terminante. Je crois que je dois être plus bref possible. Vous savez, dans ce pays, il n'y a aucun Congolais qui soit au-dessus des autres Congolais qui peut se permettre de dire toi, à partir d'aujourd'hui, tu cesses d'être Congolais. Ça, c'est l'idée que tout le monde doit avoir. Si quelqu'un est Congolais et que son poids lui permet d'avoir droit au chapitre, il aura droit au chapitre. Vous me dites, le chef de l'État a dit, le responsable numéro 1 de AFC, c'est Joseph Kabila. Comme pour dire que lui, il n'a rien fait. Lui, il est saint. C'est sa naïveté. C'est sa mauvaise politique, la politique de tâtonnement. C'est ces mauvais choix qui nous ont conduits là où nous sommes. Ça, il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître. Donc, moi, je donne un carton rouge à Félix, je donne un carton rouge à Nanga, je donne un carton rouge à Kabila. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je suis saint dans cette affaire, ce sont les autres. Chacun a sa part. La confusion qui règne aujourd'hui, si Félix, comme Mosengo lui avait dit en son temps, on te donne un pouvoir qui n'est pas le tien, refuse parce qu'on va te poser des conditions. S'il avait refusé, on n'en serait pas là. C'est un recelé. Celui qui a volé le pouvoir en son temps, le pouvoir du peuple, qui avait choisi quelqu'un pour être là, c'est Kabila. C'est un voleur. Celui qui a été commissionnaire dans cette affaire, c'est Nanga. Donc vous n'allez pas me dire que moi, en tant que Lamuka, je peux dire non, c'est Kabila est mauvais, Nanga, ils sont tous autant. Mais les choses étant, parce que le Congolais souffre, nous devons nous regarder dans les yeux, essayer de parer le plus vite possible à la crise qui prévaut au Congo que de continuer à se jeter, à se lancer des colibés. Voilà ce que moi je pense. Donc moi je n'ai pas ici, je ne suis pas là pour caricaturer tel. Je suis là pour dire, eh bien nous sommes là où nous sommes. Et là où nous sommes, c'est honteux, c'est humiliant pour un peuple que nous sommes. Transcendons, trouvons des solutions, relançons notre pays dans l'orbite du développement pour que demain nous soyons un pays respecté à l'échelle mondiale. Voilà ce que nous devons rechercher. Admettons que la CENCO et l'ECC vous demandez de vous réunir, oui. L'opposition de former une seule classe et Martin Fayulu n'est pas choisi comme leader. Vous acceptez d'y aller? Je ne comprends pas la question. Admettons que la CENCO et l'ECC demandent pour que la marche soit très bien passée pacifiquement, demander à la classe de l'opposition de se réunir et que Martin Fayulu n'est pas désigné comme leader de l'opposition. Vous allez accepter d'y aller? Non. Ici, ce n'est pas un problème d'être désigné comme leader ou pas. Ici, c'est quelles sont les parties prenantes qui peuvent prendre part à ce concert-là. La Mouka fait poids. La Mouka fait pratiquement l'unanimité que c'est un regroupement politique qui mérite d'être là. La Mouka a ses structures, son organisation. L'organisation ou les structures de la Mouka, ce n'est ni la CENCO ni l'ECC qui décide de qui fait quoi, qui dirige quoi. À moins que vous me disiez, vous vouliez me dire que la CENCO et l'ECC se réveillent et disent bon, parmi les parties prenantes, la Mouka n'est pas considérée. Non, on dit que la Mouka ne soit pas désignée comme
leader de l'opposition, si c'est là arrivé. Est-ce que le problème Parce qu'en face de vous, vous avez les FCC qui pèsent aussi, voilà. Bon, le FCC pèse selon vous. Ils pèsent selon vous. Ils ont fait 18 ans au pouvoir. Ils ont fait 18 ans au pouvoir. La Mouka n'a jamais dirigé. Ils ont fait 18 ans au pouvoir pour nous amener ces désordres. Vous allez leur donner un certificat de satisfecit? Merci. Aujourd'hui, si nous vivons ce que nous vivons, mais c'est à cause de la mauvaise gestion du FCC. C'est à cause de leur mauvaise gestion. C'est que le pouvoir en place a raison de traquer. C'est à cause du fait que ils n'avaient pas la notion de la démocratie. Le pouvoir en place a raison de traquer. Et autant à condamner parce que ce pouvoir vient d'un parti qui a lutté pendant 37 ans pour que ce pays soit démocratisé, qui parle de démocratie, parle de règles, parle du respect de la volonté du peuple. Le peuple a fait sa volonté, mais ce parti est passé outre. Voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est ni ce pouvoir, ni FCC auquel on peut jeter des fleurs. Merci, merci. Ce sont tous des brigands. Merci, merci d'avoir répondu présent à notre invitation, monsieur Jean-Félix Senga. Je rappelle à tous ceux qui nous ont pris avec un léger retard que vous êtes secrétaire exécutif permanent de l'AMOCA. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision de nous avoir accompagnés. Merci à vous tous qui nous aviez suivis. Continuez à construire votre émission sur la plateforme mobile Blue OTT International. Moi, je vous retrouve très prochainement pour le même numéro. Merci.